Qu'est-ce que je sais du système immunitaire? C'est une question très très vaste. Je sais qu'il y a une réaction innée et qu'ensuite, éventuellement, une réaction immunitaire adaptative qui, elle, se situe en deux étapes. Une primo-infection, donc une première infection par un agent pathogène, puis une seconde infection par le même agent pathogène, éventuellement une troisième, puis une quatrième infection. Ça dépend des agents pathogènes. Alors, si on veut parler du système immunitaire, il faut bien commencer par quelque chose. Donc imaginons, vous êtes comme moi, là par exemple, vous êtes dans la forêt, vous faites un petit peu de sport. De temps en temps, vous prenez des photos, vous faites des petits reportages, des montages, etc. Vous écoutez les oiseaux. Écoutez les oiseaux. Vous entendez dans les arbres les oiseaux? Écoutez bien. C'est beau le chant de l'oiseau, non? Eh bien, ces oiseaux, si vous remarquez bien, ils sont en forme. Mais ils possèdent un système immunitaire, comme nous, les êtres humains. Donc là, ça veut dire que s'ils chantent bien, ils sont heureux, c'est presque le printemps et ils vont bientôt pouvoir se mettre par deux, faire un nid, pondre des œufs et puis donner naissance à d'autres oiseaux. Et nous devons essayer de comprendre le système immunitaire. Voilà. C'est quoi le système immunitaire? Alors déjà, c'est un système qui est censé vous protéger contre les agents pathogènes. Alors vous allez me dire, agent pathogène, c'est quoi un agent pathogène? Eh bien, c'est un organisme ou un micro-organisme qui est capable de vous contaminer et de transformer votre corps en quelque chose qui, si on le laisse faire, ressemblerait à de la poussière. Vous avez envie de retourner en poussière? J'ai déjà entendu cette phrase-là quelque part. Mais je me demande si le créateur de cette idée connaissait le système immunitaire. Bon, donc il faut que si vous avez un agent infectieux dans votre organisme, et de plus s'il est pathogène, il faut que vous-même, vous vous atteliez à le détruire. Alors comment vous allez faire? Vous allez l'attraper, vous allez le mettre en 1000 morceaux? Eh bien non, c'est pas possible. Parce que ce sont des micro-organismes. Et les micro-organismes, eh bien, on ne peut les attraper que par le système immunitaire qui va, entre autres, les neutraliser. Alors comment ça se passe? D'abord, vous avez une primo-infection. C'est quoi une primo-infection? Eh bien, c'est un agent pathogène qui va pénétrer dans votre organisme et qui va induire indirectement une réaction de la part de l'organisme humain que l'on appelle inflammation. Donc toute inflammation correspond à une rougeur, un gonflement localisé, de la chaleur et de la douleur locale. Donc ces quatre symptômes correspondent au résultat de ce que l'on appelle l'immunité innée. Alors pourquoi innée? I, 2 N et E? Eh bien parce que c'est une immunité qui a lieu chez pratiquement tous les êtres vivants et qui est censée détruire en urgence l'agent pathogène. Alors l'agent pathogène, ça peut être une bactérie, ça peut être un virus, ça peut être également
bon, indirectement des cellules qui sont rendues inaptes à leur fonction de l'organisme. On pense par exemple aux cellules cancéreuses. Donc ça veut dire que par exemple une bactérie pénètre dans votre corps. Alors pas n'importe où, par exemple vous vous coupez. Ou alors vous vous promenez là dans la forêt, et puis au niveau de vos mollets, vous êtes en short, et puis hop, brusquement une épine de ronce s'enfonce dans votre peau. Ça fait mal, évidemment. L'épine en elle-même, c'est comme un petit coup de poignard, ça fait très mal. Mais cette douleur-là, c'est la douleur parce que l'épine a rencontré des récepteurs sensoriels de la douleur que l'on appelle des récepteurs nociceptifs. Message de la douleur qui va jusqu'au cerveau, donc message nerveux sensitif qui va jusqu'au cerveau, et le cerveau, lui, il intègre l'information et il dit « aïe, j'ai mal », localement. Alors c'est bizarre parce que vous avez mal à un endroit autre que l'endroit où il est le cerveau, mais pourtant c'est le cerveau qui vous dit « aïe ». Bon, donc, mais en fait vous avez mal au niveau de la douleur. Bon, bref, ça c'est un autre problème. Donc ça veut dire, alors pourquoi est-ce que vous avez une inflammation? Eh bien parce que sur le lieu de la coupure ou de la piqûre par exemple, piqûre par une épine de ronce, admettons, ou par une coupure, vous coupez, vous utilisez un couteau, vous voulez éplucher une pomme et paf, tac, une coupure sur le doigt, ça saigne. Alors évidemment que ça saigne, parce que le sang sort des vaisseaux sanguins, parce que le sang, les petits vaisseaux sanguins ont été coupés, et comme le sang continue à couler, eh bien ça saigne, évidemment. Donc voilà. Alors, donc une bactérie pénètre, elle possède sur elle, donc au niveau de sa membrane, au niveau de sa paroi, donc des protéines de surface, des molécules de surface, on va dire. Bon, imaginons que cette molécule de surface, on l'appelle antigène numéro 1. Donc on va dire Ag1, l'antigène numéro 1. Eh bien, le corps, dans ces tissus, possède des cellules sentinelles qui sont capables de prospecter, entre guillemets, donc elle se déplace. Pourquoi? Parce qu'elle a des espèces de tentacules qui lui permettent de se déplacer. Par exemple, je pense aux cellules dendritiques, donc qui ont des espèces d'invagination. Et alors ce qui se passe, c'est que ces cellules sentinelles qui sont dans les tissus sont aussi à l'endroit où il y a eu la blessure. Donc si vous avez une bactérie qui, suite à la blessure, a réussi à pénétrer ici, eh bien la cellule sentinelle, grâce à des récepteurs de surface spécifiques à l'antigène numéro 1, eh bien cette cellule sentinelle va capter, fixer l'antigène numéro 1, donc la bactérie indirectement, si l'antigène numéro 1 est bien accolé dans la paroi ou dans la membrane bactérienne. Donc de ce fait-là, les espèces d'invagination vont faire entrer cette cellule dans le cytoplasme, où là, tout un système enzymatique va dégrader la bactérie en des milliards de morceaux, dont le petit antigène numéro 1. Il en fait partie également. Et ce petit antigène numéro 1, il va aller se fixer sur des molécules du CMH, donc le complexe majeur d'histocompatibilité humaine dans ce cas. Donc une molécule du CMH fixe l'Ag1, donc l'antigène numéro 1. Donc ça veut dire que la cellule sentinelle, à sa surface, possède bien l'antigène numéro 1 fixé au CMH. Et cette cellule sentinelle va aller circuler et va pouvoir atteindre un ganglion lymphatique où là il y a des lymphocytes T. Alors il y a deux types au moins de lymphocytes T, lymphocyte T CD8 et lymphocyte T CD4. Et également il y a des lymphocytes B. Donc lymphocyte B possède des anticorps membranaires qui sont capables de fixer l'antigène numéro 1 fixé lui-même sur une molécule du CMH. Et donc de ce fait-là, la cellule dendritique présente l'antigène
numéro 1 aux lymphocytes B, qui sont capables de le reconnaître, cet antigène numéro 1, parce qu'ils ont des anticorps de surface, mais qui sont spécifiques de l'antigène numéro 1. Ainsi, il y a une sélection clonale de lymphocytes B qui se fait et qui prépare, alors la multiplication des lymphocytes B n'a pas commencé encore, mais il y a simplement une présentation. De ce fait-là, on reste toujours dans la réaction innée et non plus dans la phase adaptative, bien qu'elle ait commencé un petit peu, puisque les cellules dendritiques sont des cellules présentatrices de l'antigène, eh bien, ont déjà présenté, enfin, si elles ont déjà présenté l'antigène, c'est que la réaction adaptative a déjà commencé. Donc imaginons que l'on reste dans la réaction innée juste avant la présentation de l'antigène numéro 1 au lymphocyte T ou B de la part de l'antigène. Parce que les lymphocytes T possèdent également, donc T8 ou T4, possèdent également des récepteurs de surface que l'on appelle des récepteurs T, qui sont un peu différents des anticorps correspondant au lymphocyte B. Donc restons dans la réaction innée. Alors ce qui va se passer, c'est que sur le lieu de l'infection, donc on a parlé des cellules dendritiques qui ont phagocyté la bactérie et dégradé la bactérie en des milliards de morceaux et mis certaines de ces molécules qui résultent de la dégradation, eh bien, au niveau de la paroi, de la membrane, donc comme autant d'antigènes différents, dont l'antigène numéro 1 qui nous intéresse. Mais on aurait pu prendre un autre antigène, antigène numéro 2, 3, 4, etc. Donc voilà. Alors, donc s'il y a beaucoup de bactéries qui sont là en place, et ces bactéries sont capables de se diviser toutes les 20 minutes à peu près, eh bien, il peut arriver un moment où l'infection, la contamination, eh bien, va prospérer et il va y avoir beaucoup de bactéries sur le lieu de l'infection. Donc il y a également ces lymphocytes, pas ces lymphocytes, mais ces cellules sentinelles, dont les cellules dendritiques, qui sont là et qui phagocytent sans arrêt, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bactéries. Mais les bactéries ont tendance à survivre, puisqu'elles se divisent toutes les 20 minutes dans les bonnes conditions. Eh bien, ça veut dire qu'elles sont là, elles sont encore là, et elles risquent d'envahir l'organisme entier si on ne fait pas quelque chose plus rapidement. C'est-à-dire si la réaction adaptative ne se met pas en place. Mais on n'en est pas encore là. Et puis, donc il y a un afflux de sang sur le lieu où il y a eu une piqûre, où il y a eu une blessure. Donc afflux de sang, alors afflux de sang évidemment ça devient plus rouge. Pourquoi? Parce que là il y a des globules rouges qui sont en nombre plus important ici. Et puis il y a les zones de douleur qui sont infectées. Il y a un gonflement parce que à cet endroit-là il y a du plasma qui sort des petits capillaires sanguins qui sont pas très loin de la blessure. Et donc ça fait gonfler la peau à cet endroit-là, et ça induit le fait que les récepteurs de la douleur sont mis sous pression, sont stimulés pour induire une douleur. Alors, quelque chose qui se passe également, c'est que certaines cellules phagocytaires, alors cellules phagocytaires, il y a les mastocytes, il y a d'autres cellules qui sont importantes, hein, il y a des granulocytes, par exemple. Mais alors, d'où viennent ces granulocytes, justement? Alors, il y a également des macrophages, des monocytes, bon, qui sont, toutes ces cellules sont plus ou moins sur place, sauf que les granulocytes, par exemple, sont d'abord dans le réseau sanguin, donc dans les petits capillaires sanguins. Et ça veut dire que certaines molécules sont capables de libérer des molécules de la communication, que l'on appelle des interleukines, et qui vont mettre en communication les cellules les unes par rapport aux autres. Et faire en sorte qu'à un moment donné, eh bien, les cellules qui sont dans les capillaires sanguins, eh bien, vont sortir des capillaires sanguins par un mécanisme que l'on appelle la diapédèse, et vont affluer ces cellules qui vont devenir indirectement des macrophages, oui, enfin, qui vont faire la phagocytose. Certains vont devenir des macrophages. Bon. Mais la phagocytose donc, se met en place de manière très très importante grâce à un ensemble de cellules dont certaines sont sorties du réseau sanguin. Donc voilà.
Et cet ensemble de cellules va essayer de phagocyter le plus possible de bactéries, mais les bactéries, elles, si par exemple elles sont détruites entièrement, il n'y a pas de problème, la réaction immunitaire innée suffit. La réaction adaptative n'a pas lieu de se mettre en place, mais s'il y a encore des bactéries qui se propagent, et si la réaction innée n'arrive pas à mettre hors de nuire les bactéries, eh bien ça veut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la réaction adaptative va se mettre en place. Donc on avait déjà préparé le terrain tout à l'heure, parce qu'on a dit que la cellule dendritique, par exemple, est arrivée jusqu'au ganglion lymphatique, et cette cellule dendritique a présenté à un certain clone de lymphocyte B et de lymphocyte T l'antigène numéro 1, qui de ce fait-là va faire que les cellules vont réagir. Donc on entre bien là dans la phase adaptative et par exemple dans la primo-infection. Alors il va y avoir plusieurs phases. D'abord une sélection clonale. Ensuite il y aura une multiplication très active de ces cellules qui font partie de clones spécifiques relatifs à l'antigène numéro 1. Puis il y aura une différenciation cellulaire et ensuite une phase effectrice. Alors, la phase de reconnaissance clonale correspond à des lymphocytes B et T spécifiques qui sont capables de reconnaître l'antigène numéro 1. Ces cellules, de ce fait-là, donc qui reconnaissent l'antigène avec le mécanisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, l'AG1 est présenté par le CMH et les lymphocytes B possèdent des anticorps membranaires spécifiques de l'antigène A, donc autrement dit, ils possèdent des anti-A, donc des anticorps membranaires anti-A qui fixent A. Donc de ce fait-là, qui neutralisent donc les bactéries grâce à leur antigène A qui est présenté, donc qui est à leur surface et que les cellules B, par exemple, sont capables de reconnaître. Et puis également, les lymphocytes T possèdent des récepteurs T qui sont capables de reconnaître l'antigène numéro 1 de manière spécifique. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la sélection clonale. Les lymphocytes T, les lymphocytes B reconnaissent de manière spécifique l'antigène numéro 1. Donc de ce fait-là, fixe l'antigène numéro 1. Et puis ensuite, il y aura une phase de multiplication clonale très importante, de multiplication de ces lymphocytes B et T par mitose de manière très active, si bien que l'on obtient un très grand nombre de lymphocytes B, de lymphocytes T CD8 et de lymphocytes T CD4. Et puis ensuite, il va y avoir ce que l'on appelle une spécialisation cellulaire. Par exemple, au niveau des lymphocytes B, il y en a un grand nombre qui vont correspondre à un clone spécifique de l'antigène 1, donc capable de reconnaître l'antigène 1. Donc s'il y a des millions de lymphocytes B capables de reconnaître l'antigène numéro 1, eh bien, une grande partie de ces lymphocytes B va rester là sans rien faire et vont constituer ce que l'on appelle une mémoire immunitaire. Et la deuxième partie de ces lymphocytes B va se transformer en d'autres cellules que l'on appelle les plasmocytes. Et que font les plasmocytes? Eh bien, ils sécrètent de manière très active les anticorps anti-AG1. Et ces anticorps vont sortir du plasmocyte et aller dans le milieu extracellulaire pour aller neutraliser les antigènes numéro 1 des bactéries qui sont à droite et à gauche un peu partout dans le corps. Donc ces anticorps simplement neutralisent les antigènes en créant un réseau que l'on appelle le complexe immun. Et ce complexe immun, ensuite, il est détruit par des cellules phagocytaires, donc qui font du nettoyage entre guillemets. Alors ces plasmocytes qui sécrètent des anticorps vont aussi constituer en partie, une partie de ces plasmocytes vont constituer une mémoire. Certains lymphocytes vont avoir, certains plasmocytes vont avoir le rôle de mémoire, de cellules mémoire, tout comme les lymphocytes B tout à l'heure. Donc ça veut dire que au cours de la primo-infection, première infection, qui est la réponse primaire en fait, suite à la réponse innée qui n'a pas été suffisante, eh bien il y a un pool POOL de lymphocytes B qui reste là en tant que mémoire, que cellules qui gardent la mémoire de l'antigène numéro 1.
tandis que l'autre moitié va détruire les antigènes numéro 1 par l'intermédiaire des plasmocytes numéro 1 qui en partie eux-mêmes vont former aussi des cellules mémoire. Donc voilà, on a une protection qui se fait de la part de ces lymphocytes B. Deuxième sélection clonale, tout à l'heure on avait dit les lymphocytes T CD8 et T CD4. Donc ils vont se multiplier de manière très active par mitose pour former des clones dont le nombre est très important de lymphocytes T4, donc de lymphocytes T CD4 et de lymphocytes T CD8. Un grand nombre va rester en mémoire. Donc garde la mémoire de l'antigène numéro 1 qui a été fixé grâce au lymphocyte T, des deux types de lymphocytes T CD4 et T CD8. Et puis l'autre partie, par exemple des CD4, va se transformer en lymphocytes T auxiliaires, donc par différenciation cellulaire, qui eux vont sécréter un grand nombre d'interleukines, c'est-à-dire de molécules qui vont sortir des lymphocytes T auxiliaires pour aller mettre en communication tous les acteurs de la réaction adaptative, c'est-à-dire les différents lymphocytes entre eux, les cellules phagocytaires également, faire en sorte que tout ce système agisse de manière optimale et efficace. Et même la multiplication clonale également fait partie elle accélère, elle se fait de manière très importante grâce à ces interleukines également. Donc voilà le rôle des lymphocytes T CD4, qui sont un pilier du système immunitaire, et juste entre parenthèses, qui est la cible. Donc ces lymphocytes T4, lymphocytes T CD4 sont la cible du virus HIV qui donne à long terme donc ce que l'on appelle le SIDA, c'est-à-dire le syndrome d'immunodéficience acquise. Et puisque ces lymphocytes T sont la cible, ils sont détruits par le HIV. Alors, bon, le mécanisme, j'en parle pas aujourd'hui, j'en parlerai plus tard dans un autre cours. Là, pour l'instant, je dis simplement que les lymphocytes T CD4, qui ont pour rôle indirectement, après avoir été transformés en lymphocytes T auxiliaires, de libérer des molécules, des interleukines, et bien s'il n'y a plus d'interleukines, il n'y a plus de communication au sein des cellules. Donc ça veut dire que le système immunitaire va s'affaiblir de plus en plus et le virus HIV va prendre la place dans l'organisme, va faire sa place et va détruire l'organisme. Bon, donc ça c'est une parenthèse. Deuxième type de lymphocytes qui font partie de la réaction adaptative sont les lymphocytes T CD8 qui possèdent des récepteurs T et qui sont capables donc de se multiplier de manière très active. Alors grâce notamment aux interleukines provenant des lymphocytes T auxiliaires, mais pas que ceux-là. Donc les mitoses sont très actives. Donc là on a des poules POOL de lymphocytes T CD8 qui sont donc un nombre de lymphocytes très important, formés grâce aux nombreuses mitoses, et certains de ces lymphocytes T CD8 vont garder en mémoire l'antigène numéro 1. Et puis une partie va se différencier, donc différenciation cellulaire de TCD8, de lymphocytes TCD8, pour donner des lymphocytes T cytotoxiques. Quel est leur rôle? Eh bien leur rôle c'est d'aller détruire les cellules qui ont été en contact avec l'antigène ou qui présentent l'antigène. Autrement dit, ces cellules vont s'accoler grâce à leur récepteur T à l'antigène numéro 1 pour donc faire un duo de cellules qui possèdent l'antigène 1 en présentation, par exemple, ou au niveau de leur membrane, ou de leur membrane plasmique, et puis fixation de ces récepteurs T et libération de certaines molécules de la part des lymphocytes TCD8 qui vont faire que la cellule va faire ce que l'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire va être détruite, puis va ensuite être phagocytée par les cellules phagocytaires qui sont là dans le coin. Donc vous voyez, le rôle de la réaction innée puis ensuite de la réaction adaptative est très important. Donc on a tout un système, tout un ensemble d'acteurs du système immunitaire qui met en place spécifiquement des réactions qui vont permettre au corps de guérir. Voilà. Alors après, on peut passer, donc ça c'est la primo-infection au niveau de la phase
de la phase primaire, en fait, correspondant à l'immunité adaptative, mais une fois que la bactérie a été détruite entièrement, une fois que toutes les cellules mémoire se sont mises en place, eh bien ces cellules mémoire sont capables de reconnaître très rapidement l'antigène s'il pénètre plus tard, 1 mois, 1 an, 10 ans plus tard, si cet antigène numéro 1 est représenté à nouveau. Autrement dit, si la bactérie revient dans l'organisme pour infecter l'organisme, eh bien ça veut dire que le système immunitaire est prêt à réagir de manière très très rapide, donc multiplication très rapide des cellules mémoire, donc lymphocytes B mémoire, lymphocytes T CD8 mémoire, T CD4 mémoire, les plasmocytes mémoire, les lymphocytes T cytotoxiques mémoire et les lymphocytes T auxiliaires mémoire également. Donc réaction très rapide. De ce fait-là, les plasmocytes vont libérer de manière exponentielle un nombre incalculable d'anticorps qui vont tout de suite neutraliser les antigènes numéro 1, donc production d'anticorps anti-AG1, fixation avec les anticorps AG1, formation d'un complexe IMA, donc d'un réseau détruit par les cellules phagocytaires, et puis libération de très nombreuses interleukines de la part des lymphocytes T auxiliaires, fixation donc transformation des lymphocytes T CD8 pour une partie en tout cas en lymphocytes T cytotoxiques et destruction de toutes les cellules qui possèdent ou qui présentent l'antigène numéro 1 et donc ce que l'on appelle l'apoptose. Donc voilà, donc j'ai décrit, alors est-ce que je vais dire de manière simple? Ça dépend. Bon, si vous connaissez déjà votre cours, évidemment, vous allez comprendre. Par contre, si vous ne connaissez pas encore le cours, vous allez peut-être penser que je parle un peu trop vite. Bon, à ce moment-là, vous étudiez dans votre livre et puis vous recommencez à écouter la vidéo en essayant de comprendre spontanément qui est dit, ce que je dis. Et sachant que le cerveau met 2 secondes à comprendre une phrase, donc il va falloir que vous mettiez le turbo pour comprendre l'ensemble de ce que je vous ai dit. Bon, bref. Bon, on pourrait parler d'autre chose. Hein. La vaccination, c'est basé sur le fait qu'il y a une primo-infection et que, au lieu d'injecter l'antigène numéro 1, eh bien, imaginons on injecte la bactérie. Imaginons la bactérie provoque la mort des personnes. Mais imaginons que seul l'antigène numéro 1 de la bactérie, seul cet antigène numéro 1 ne provoque pas la mort de la personne. Eh bien, dans le vaccin, un vaccin, c'est mettre un principe actif, par exemple l'antigène numéro 1, mais pas le reste de la bactérie. Et cet antigène numéro 1, mis éventuellement avec des adjuvants qui, au passage, peuvent provoquer des effets secondaires pour certains, mais bon, quel médicament ne provoque pas d'effets secondaires? Le bénéfice-risque est... Enfin, disons que le bénéfice est en faveur de la guérison. Bon, pour faire un petit peu abstraction des effets secondaires, sauf dans certains cas, évidemment. Mais dans la globalité, un vaccin est très efficace et préventif pour éviter que des maladies très graves ne s'installent, par exemple, chez nos jeunes enfants. Chez nos jeunes enfants. Donc, par exemple, actuellement, en 2022, il y a 11 vaccins obligatoires dans le jeune âge. Bon. À noter entre parenthèses que la variole n'existe plus. Donc, il n'y a plus besoin d'être vacciné contre la variole. Bon, ça c'est une parenthèse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, dans le vaccin, donc on met un principe actif, par exemple l'antigène numéro 1 avec certains adjuvants pour stabiliser le principe actif, de manière à ce qu'il ne se détruise pas. Et puis on injecte cet antigène numéro 1, c'est-à-dire on vaccine un enfant, admettons, ou une personne, contre l'antigène numéro 1. Eh bien, le corps va mettre en place tout un système, tout le système dont je viens de vous parler, mais relatif uniquement à l'antigène numéro 1, évidemment, puisqu'il n'y a pas le reste de la bactérie, il n'y a pas les autres molécules antigéniques. Donc sinon, donc ça veut dire qu'indirectement, il y a une spécificité d'action du système immunitaire vis-à-vis de l'antigène numéro 1. Autrement dit, la vaccination est très très efficace, puisqu'elle empêche la bactérie de tuer par exemple la personne. C'est le même principe pour un virus, où on prendrait sur un virus un antigène numéro 2 par exemple. Ça peut être valable également pour des parasites, champignons microscopiques, etc. Tout organisme, toute chose qui ne fait pas partie du soi
fait partie du non-soi. Et le non-soi est en général détruit par le système immunitaire qui est capable de reconnaître ce qui ne fait pas partie du soi. Voilà. Si par exemple vous voulez faire une greffe de peau, eh bien sur la peau dans la peau il y a des cellules, et les cellules pour que la greffe prenne entre guillemets, eh bien il faut qu'elles soient compatibles avec les cellules qui acceptent le tissu. Or en général il y a ce que l'on appelle le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité humaine, qui possède ce que l'on appelle la carte d'identité d'une cellule, autrement dit l'unicité. Le fait que la cellule est unique, enfin la cellule, puis les cellules qui dérivent de cette cellule. Si je parle par exemple de la cellule œuf, un organisme entier provient d'une cellule œuf. Bon. Mais au niveau des membranes, des membranes cellulaires, eh bien, il y a toute une panoplie de molécules qui font partie du CMH et qui correspond à une véritable carte d'identité de la cellule. Il faut que les cartes d'identité du donneur et du receveur se ressemblent grandement pour que la greffe ne soit pas détruite. Pourquoi? Parce que sur les cellules, il y a des marqueurs, et ces marqueurs peuvent être reconnus comme antigéniques de la part des cellules du système immunitaire. Et de ce fait-là, eh bien, les cellules du système immunitaire de la personne receveuse détruisent les cellules indirectement. Bon, je ne vous répète pas le mécanisme, mais il y a plusieurs mécanismes. Bon, voilà. J'aimerais bien qu'on termine par le chant d'un oiseau. On écoute un peu la nature. En tout cas, je vous souhaite un très bon courage pour vos études et puis j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors, si vous constatez qu'il y a des erreurs, hein, bon, j'ai pas toute la science infuse. Hein. J'essaie de faire du mieux que je peux pour vous aider. Maintenant, je ne suis pas non plus un savant extraordinaire. Hein. Je suis un simple professeur de sciences de la vie et de la Terre. Bon. J'ai aussi une licence de biochimie, microbiologie. C'est pas mal ça aussi. Ça c'est pour le côté prétentieux. Il faut bien se revaloriser de temps en temps. Si on ne se revalorise pas nous-mêmes, il n'y a personne qui va nous revaloriser. Si vous voulez être bien dans votre peau, eh bien pensez à vous-même. Pensez à faire aussi, si vous voulez, quelques petites séances de relaxation, écouter l'oiseau qui est là. C'est ça aussi, avoir des connaissances, c'est savoir rester humble devant la nature et puis faire en sorte qu'on s'assoit et puis on écoute la nature. On a beau savoir expliquer des choses, la nature reste la nature. Alors là, elle est belle, hein, quelquefois elle est cruelle aussi. La vie en elle-même est cruelle d'ailleurs. Mais donc, il faut saisir les moments où cette vie, elle est belle. Voilà. Et pas attendre qu'il y ait des malheurs ou des tristesses. On sait bien qu'on n'échappe à rien de toute façon. On sait bien qu'il y a toujours des maladies, il y a toujours des morts, il y a des naissances, c'est beau, ça peut être beau, une naissance, mais il y a la cruauté de la vie qui nous rattrape quelquefois et qui nous rend quelquefois très très malheureux. J'aimerais bien terminer par le beau chant d'un oiseau. Bon, on va s'arrêter là. Allez, je vous souhaite un très bon courage.